Bonjour Jean-Baptiste Lemoyne. Bonjour. Vous êtes secrétaire d'État auprès du ministre chargé de l'Europe et des Affaires étrangères, donc très à l'écoute de ce qui peut se passer en Europe. Eh bien, dimanche, il y aura des élections législatives en Italie et le SPD votera pour savoir s'il est d'accord pour mener une grande coalition avec Angela Merkel. Est-ce que vous êtes inquiet du visage que peut avoir l'Europe lundi matin ? En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a nos principaux partenaires, effectivement, qui sont en train de trouver de nouvelles coalitions. Ouais. Et par conséquent, tout cela n'est pas neutre, parce que le chef de l'État, vous l'avez vu, a mis sur la table un grand nombre de propositions pour refonder l'Europe. Et en face, il n'y a personne pour répondre pour l'instant. Alors écoutez, je ne serai pas aussi sévère que vous, parce que regardez la coalition justement bâtie par la CDU-CSU avec le SPD. Ils ont produit un document très complet, dont le premier chapitre, justement, est dédié à l'Europe, et on voit en écho de propositions d'Emmanuel Macron un certain nombre de pistes. Donc je crois qu'on va pouvoir avancer, mais il est important, clairement, que nous ayons des partenaires avec des majorités qui soient stables, solides. Alors justement, l'Italie, les sondages sont assez imprécis et les résultats prévisionnels sont assez fluctuants, mais il y a de fortes chances pour qu'une majorité, ou en tout cas un gouvernement populiste et de droite s'installe à Rome. Est-ce que là aussi c'est un problème pour la France, pour Emmanuel Macron ? Ah bon, vous savez, on ne va pas faire des projections avant même d'avoir le résultat des élections. Oui. Il reste encore quelques jours. La campagne a été assez populiste avec le mouvement 5 étoiles d'un côté, avec l'alliance autour de Berlusconi et de la Ligue de l'autre. Ça fait quand même beaucoup de pression populiste, il faut dire les choses comme ça. Bien sûr, on a vu effectivement une campagne où manifestement un certain nombre de chiffres se sont échangés, qui parfois par les observateurs italiens étaient perçus comme pas forcément crédibles. Mais ce que je constate, c'est que manifestement aucun des chefs des coalitions ne serait en mesure de gouverner lui-même. Et donc, nous verrons. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un engagement du gouvernement sortant européen qui est manifeste et qu'on a besoin de garder un même engagement dans cette construction européenne. C'est très clair. L'Italie est un partenaire important. Je l'ai vu encore avant-hier, lors de la réunion des ministres du commerce à Sofia, en Bulgarie. Donc voilà, nous tablons sur la sagesse du peuple italien. Vous tablez sur la sagesse du peuple italien. Il faut tabler aussi sur la sagesse des marchés. Il y a une inquiétude qu'on commence à sentir du côté de l'euro et des marchés qui se demandent un peu ce que deviendra l'Italie. Est-ce que ça n'est pas à nouveau un maillon faible pour l'euro ? Alors, on se souvient, vous savez, il y a quelques années encore, peut-être de circonstances qui ne permettaient pas l'avènement d'une coalition stable. Et finalement, on a vu que, il y a eu Matteo Renzi, puis M. Gentiloni, et l'Italie a fait un certain nombre de réformes. Oui. Et d'ailleurs, on le voit en matière d'emploi, en matière de croissance. Il y a des fondamentaux qui sont meilleurs et qui donc, du coup, je pense, devraient rassurer les observateurs économiques et financiers. Ça se redresse un peu, en effet, meilleure croissance, moins de chômage, et pourtant, l'opinion publique, telle qu'on peut la mesurer à travers des sondages, n'en donne pas crédit au gouvernement. C'est une leçon, ça, pour vous ? Vous savez, je crois qu'on est aussi dans une ère, et ça ne concerne pas que l'Italie, ça concerne l'ensemble des pays occidentaux, où il est extrêmement difficile d'arriver à faire percevoir les effets concrets de politiques conduites par l'État. Et donc, il y a tout un enjeu de pédagogie, naturellement, auquel nous devons faire face dans un monde du buzz et où une actualité chasse l'autre. Mais voilà, c'est grandeur et servitude de l'action politique. Alors, un petit tour du côté de l'Allemagne. Partons du principe que le SPD votera son accord avec la grande coalition. On aura une grande coalition entre la droite, la CDU-CSU et le SPD, les sociodémocrates. Sur un document de travail, vous y faisiez allusion tout à l'heure, qui parle de l'Europe, mais qui, d'un avis général, ne donne pas une vision de l'Europe et n'est pas très engagé, en tout cas dans cette Europe qu'Emmanuel Macron aimerait voir partagée par les autres pays. Est-ce qu'il ne va pas y avoir un déséquilibre dans ce fameux duo, dans ce fameux couple franco-allemand ? Écoutez, moi ce que je constate, c'est vraiment l'intensité des échanges entre les dirigeants français et allemands. Il y avait la semaine dernière le Conseil européen informel. À cette occasion-là, Emmanuel Macron, Angela Merkel ont eu un certain nombre de discussions et poussent ensemble des dossiers, notamment liés à l'Europe de la défense, liés également effectivement au commerce. Donc je crois qu'il y a véritablement ce couple franco-allemand, il est là. Pas d'agacement du côté de la France. Bruno Le Maire, par exemple, le ministre des Finances,
laisse pointer de temps en temps dans son expression publique une forme d'agacement vis-à-vis de l'Allemagne qui ne va pas à la vitesse qu'aimerait impulser la France. Là, nos amis allemands étaient depuis quelques mois en négociation, à l'arrêt, ou à peu près. En négociation pour construire leur Gérer coalition. les affaires courantes. Mais vous savez, quelque part, maintenant, ils ont une boussole, ils ont un cap, et peut-être que ça les rendra plus forts pour être effectivement à nos côtés, à l'offensive. Moi, ce que je constate, en tous les cas, encore une fois, dans mon secteur, c'est que avec mon homologue, ministre du Commerce, eh bien, nous faisons des propositions conjointes, par exemple sur le contrôle des investissements étrangers, sur le territoire européen, parce que on le voit bien, il y a un certain nombre d'enjeux qui se posent. Nous sommes ouverts aux investissements, mais vous l'avez vu avec l'affaire Daimler il y a quelques jours, il y a aussi des questions qui peuvent se poser. L'investissement d'un Chinois dans le capital de Daimler pour près de 10%. À propos de commerce international, précisément, on voit ces jours de salon de l'agriculture que beaucoup d'hommes politiques français, hommes et femmes politiques, je pense à Marine Le Pen, disent non à l'accord Mercosur, non à l'importation davantage de viande bovine. Comment est-ce que le secrétaire d'État qui est en charge des négociations commerciales vit ça, et comment est-ce que vous contournez cette sorte de blocus qui est imposé par une partie du monde politique? Mais quand je vois Marine Le Pen ou Laurent Wauquiez, parce qu'en fait, et l'un et l'autre, lui aussi, effectivement, par psittacisme, ont tendance à juste dire non, moi je leur dis de regarder un peu plus dans le détail. Naturellement, les accords de libre-échange doivent être équilibrés. Et donc la France, elle pèse de tout son poids au niveau de l'Union européenne, parce que c'est l'Union européenne qui négocie avec le Mercosur, pour que un accord soit un bon accord. Ça signifie quoi? Mais vous voulez ouvrir les frontières de l'Europe, et de la France en particulier, au Mercosur, et donc à la viande bovine. Ce que nous souhaitons, c'est tout simplement un accord gagnant-gagnant où il y a des débouchés qui s'ouvrent des deux côtés. Et il est clair que le chef de l'État l'a redit d'ailleurs, nous ne souhaitons pas qu'un accord ait pour conséquence de déstabiliser une filière entière. Et donc par conséquent, nous avons également posé des lignes rouges. Ces lignes rouges, quelles sont-elles? C'est le fait de travailler sur des clauses de sauvegarde. Vous savez, c'est lorsqu'un marché est déstabilisé, on peut suspendre effectivement l'application. Exactement. C'est également le fait de mettre en place un système de traçabilité et de s'assurer du respect des normes sanitaires et phytosanitaires, parce que c'est demandé non pas seulement par les producteurs, mais par le consommateur. Oui. Le consommateur européen, il veut savoir ce qu'il y a dans son assiette. Et donc, nous ne disons pas, contrairement à Marine Le Pen et Laurent Wauquiez, que par principe, le libre-échange est mauvais. Nous disons que le libre-échange, il a des vertus. Il permet aussi à des filières agroalimentaires, des filières industrielles françaises, de s'exporter. Je vous prends les vins et spiritueux. On a vu des chiffres qui caracolaient cette année. Et donc, c'est aussi le fait de nouveaux débouchés qui sont créés, par exemple au Canada, par exemple en Corée, au Japon. Et donc, je crois qu'il faut avoir une vision d'ensemble de ces accords. Et donc, pousser un accord pour le Mercosur, quand est-ce que les choses peuvent se décider? C'est un accord qui traîne depuis 1985, hein. C'est une vieille série avec beaucoup d'épisodes et beaucoup de feuilletons. Je dirais que la balle est aussi dans le camp des pays du Mercosur, parce que nous attendons aussi qu'eux fassent preuve d'ouverture dans un certain nombre de domaines, dans le domaine de la protection de nos terroirs, avec la reconnaissance d'IGP, d'indications géographiques protégées, mais également dans le domaine automobile. Et donc, voilà, les négociateurs sont à l'œuvre. Maintenant, voyons si les deux parties peuvent s'y retrouver ou pas. Pour un accord gagnant, comme on dit traditionnellement. Merci Jean-Baptiste Lemoine. Merci à vous.